Salut à tous et à toutes, c'est Seth. Et oui, ça fait un moment que je n'ai pas sorti de vidéo. Et honnêtement, vous m'envoyez désolé. Quelques rapides explications et on passe au sujet principal de cette vidéo. Je suis tout simplement parti en vacances avec des amis et j'ai eu la joie de choper la crève sur le chemin du retour, d'où cette voix un peu chelou que vous entendez. Et ça va faire maintenant plus d'une semaine que j'ai l'impression de parler avec la voix de Patty et Selma des Simpsons. Bon, maintenant que vous savez tout, on va attaquer une série que j'attendais depuis son annonce, et avec beaucoup d'appréhension depuis Boba Fett, je vais être honnête. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 2 premiers épisodes de la série Obi-Wan, sortis vendredi dernier. Comme d'habitude, je vais méchamment spoiler, donc si vous n'avez pas vu les épisodes, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. L'épisode 1 commence sur un récapitulatif des événements majeurs de la prélogie. Et franchement, j'ai trouvé ça un peu relou au début, mais finalement, il est très bien fait et met dans une bonne ambiance pour la scène d'ouverture. Et on commence fort dès le début avec cette séquence où on revoit le fameux Ordre 66 en suivant une Jedi essayant de mettre des jeunes élèves à l'abri. Elle finit d'ailleurs par tomber, non sans avoir éliminé les soldats menaçant les enfants. Je me souviens m'être demandé quand j'ai vu la revanche des Sith gamins, comment des mecs avec des sabres laser et des pouvoirs aient pu perdre contre d'autres mecs avec des blasters. Et la réponse est parfaitement illustrée dans cette séquence en fait. L'effet de surprise et le nombre. Tout simplement. Les clones surpassent les Jedi en nombre à tel point que c'en est effrayant, et même en bloquant les tirs, ces derniers ne peuvent pas faire grand chose de plus que fuir ou succomber à une pluie d'attaques. Il est possible que cette scène soit juste là pour nous remettre dans le contexte de l'Ordre 66, tout comme il est possible que les gamins qu'on a vus s'échapper, ou du moins certains d'entre eux, aient un rôle à jouer plus tard dans la série. Dans la séquence qui suit, on a droit à la première apparition en live action du Grand Inquisiteur et du 5e frère, et la scène est vraiment bien construite aussi. Non seulement elle rajoute encore plus de tension à l'ambiance mise en place un peu plus tôt, mais en plus elle permet de cerner rapidement leur personnalité. Le Grand Inquisiteur est calme, patient, ses menaces sont légèrement détournées et il semble très calculateur. Reva quant à elle est impulsive et semble avoir du mal avec la hiérarchie. Le 5e frère quant à lui n'est pas hyper présent dans la scène, donc j'ai pas grand chose à dire sur lui. La troisième fonction de ce passage est tout simplement d'introduire les personnages des Inquisiteurs à ceux qui n'auraient pas vu la série animée Star Wars Rebels. Et pour le coup, je trouve ça vraiment pas mal. Expliquer leur but et qui ils sont de cette façon permet de ne pas alourdir le récapitulatif et rend ça aussi plus intéressant. J'avoue avoir eu un peu de mal avec leur maquillage dans les bandes annonces. Et même si ça rend mieux dans les scènes, j'accroche toujours pas en fait. J'ai vraiment l'impression de perdre quelque chose par rapport à l'original, et c'est dommage. C'est comme pour Cad Bane dans Boba Fett. Ça fait le café si tu ne t'attardes pas trop dessus, mais si tu le compares à leurs originaux, ça pique fort. J'aimais beaucoup le design du 5e frère dans la série Rebelle. Il fait froid et sans pitié. Dans Obi-Wan, on dirait qu'il a mangé un truc qui a du mal à passer. C'est l'acteur Sung Kang, l'interprète de Han dans Fast and Furious dans le rôle. Et j'ai rien à dire sur sa personnalité. T'as clairement pas envie de lui marcher sur le pied. Disney semble préférer le maquillage et les prothèses à la CGI quand il s'agit des personnages. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, bien que la CGI ait fait des progrès incroyables. Mais même avec du maquillage, c'était possible d'obtenir un résultat plus proche du design de base. Le Grand Inquisiteur en est l'exemple presque parfait. Le personnage fait partie des Pohans, une espèce alien que l'on voit pour la première fois dans La Revanche des Sith. Le film est sorti en 2005. Je refuse qu'on me dise que niveau maquillage, on ne peut pas faire aussi bien, voire mieux, 17 ans plus tard. Après, certes, ce n'est pas un domaine que je connais bien, mais je pense pouvoir dire sans me tromper qu'on aurait pu avoir un design similaire à celui-ci, mais plus pratique, parce que je ne suis pas sûr que l'acteur ait une grande liberté de mouvement ici. Même les yeux brillants, je me doute qu'il y a des choses qui passent moins bien en live action qu'en dessin animé, mais les pupilles jaune-orange qui brillent rajoutaient beaucoup à son côté effrayant. Quand on voit la qualité visuelle de la série, ça me fait mal de voir 2 personnages qui semblent tout droit sortis d'une convention cosplay. Ouais, je suis dans l'abus, je sais. Parce que oui, visuellement, la série est au même niveau que The Mandalorian. Les décors sont magnifiques, même si on est la plupart du temps sur Tatooine, et que Tatooine, à part du sable, y a pas grand chose. On a quand même la bonne surprise de voir Alderaan, parce qu'à part dans le jeu The Old Republic, j'ai pas le souvenir qu'on puisse la voir de cette façon dans quelques médias que ce soit. Sa seule apparition dans le premier film a été paradoxalement sa disparition, si je dis pas de conneries. Une autre bonne surprise aurait été la présence de Leia. C'était sympa de voir Luke jeune jouer au pilote comme son père, mais c'est la première fois qu'on voit une aussi jeune Leia, puisqu'elle est âgée de 10 ans. J'ai apprécié de voir son quotidien de l'époque, son caractère, sa relation avec ses parents. C'est d'ailleurs un vrai plaisir de revoir Jimmy Smith en Bail Organa, et la discussion qu'il a avec Leia était assez touchante. Je n'avais pas du tout vu venir l'intrigue centrée sur le kidnapping de la princesse et son sauvetage. Et l'idée
est pas mal, c'est intéressant quand même. Par contre, cette course-poursuite dans les bois, au secours, une catastrophe. Il suffit que la gamine fasse quelques glissades et les mercenaires sont tous perdus. On aurait dit des Sims. Tu sentais qu'ils ne savaient plus quoi faire quand une branche, facilement enjambable, était sur le chemin. Je sais que sa grimpette juste avant était censée nous indiquer son agilité, mais sincèrement je mets ça au même niveau que la course-poursuite en speeder de l'épisode 3 de Boba Fett. Un point par contre que j'ai vraiment aimé, c'est peut-être le point que j'ai le plus aimé de l'épisode et que j'espérais voir, c'était l'état d'Obi-Wan après sa fuite et plusieurs années à vivre dans l'anonymat. Le pauvre est brisé, autant physiquement que mentalement. On peut se dire au début qu'il fait profil bas pour veiller sur Luke, mais petit à petit, on se rend compte que les événements de la revanche des Sith l'ont profondément traumatisé. La purge de l'ordre Jedi, leur traque par les inquisiteurs, la peur, la tristesse d'avoir dû affronter son apprenti et ami, la culpabilité de ne pas avoir pu le sauver, un espoir auquel il se raccroche désespérément. C'est dur de voir ce personnage dans un tel état. Il est tellement brisé que lorsqu'un Jedi en fuite vient lui demander de l'aide, il l'envoie bouler et lui dit d'abandonner. La lutte est finie, les Jedi ont perdu. Je suis vraiment curieux de voir comment on va passer de cet Obi-Wan qui a presque renié les Jedi à celui du premier film, qui est d'ailleurs nommé Un Nouvel Espoir. Je pense que notre Jedi préféré va retrouver la foi d'ici la fin de la saison, d'une manière ou d'une autre. Peut-être même que s'occuper de Leia l'aidera sur ce point. Un autre acteur fait son retour dans son personnage, Joel Edgerton, dans un oncle Owen qui n'est pas là pour enfiler des perles et tiendra tête sans flancher face à Riva, la troisième sœur des Inquisiteurs. Même s'il met en quelque sorte des bâtons dans les roues d'Obi-Wan, il reste ferme dans ses bottes et garde malgré tout le silence sur la présence du Jedi, quitte à se prendre un coup de sabre. Si ça c'est pas avoir des balls en acier. Concernant le personnage de Reva, je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Elle est détestable, mais je suis curieux de voir comment elle va évoluer dans la série, mais surtout savoir pourquoi elle en a appris Obi-Wan à ce point. Elle semble obsédée par lui. C'est bien plus qu'une simple envie de promotion, je pense. Peut-être qu'elle cherche à lui faire payer quelque chose. Je ne sais pas, je suis curieux de voir la suite. Alors par contre, j'ai une question. Je dis peut-être une connerie, hein. Mais dans mes souvenirs, personne, hormis Obi-Wan lui-même, Yoda, Bay-Organa, Owen et leurs femmes respectives, n'était au courant de la filiation de Leia et Luke, ni même de leur existence. Alors comment Reva peut la connaître? Ça me semble un peu chelou cette histoire. Pour finir sur cet épisode avant d'attaquer le deuxième, j'ai une deuxième question. Je suis le seul à trouver la discrétion d'Obi-Wan un peu éclatée à la fin de l'épisode. Regardez bien sa tenue. Une grande cape marron avec une large capuche. C'est exactement la tenue que portaient les Jedi. Il a fait aucun effort. Et le sabre laser à la ceinture, pas sûr que ce soit la meilleure idée non plus. Ce deuxième épisode nous présente la planète Daiyu, qui est visuellement tout aussi magnifique qu'Alderaan, mais dans un style bien différent, avec ses néons, ses bâtiments serrés tout en hauteur, son aspect sans foi ni loi, et presque dystopique, on ressent un gros côté cyberpunk bien crasseux. Ça fait du bien de revoir ce genre de planète, parce que Tatooine, ça va bien 5 minutes, mais je préfère ce genre d'endroit qui me rappelle fortement Hong Kong ou certains quartiers de Tokyo. On a d'ailleurs un aperçu du style de vie qu'ont les habitants de Daiyu lorsqu'Obi-Wan dit à une vendeuse de drogue qu'il cherche sa fille, et qu'elle lui répond qu'on ne s'échappe pas de cette planète, et qu'elle aussi fut la fille de quelqu'un autrefois. C'est d'ailleurs amusant de noter que la jeune femme qui donne la réplique à Ewan McGregor dans cette scène n'est autre que Esther Rose McGregor, sa fille. Un caméo bien sympa quand on voit le sujet de la discussion. On retrouve également Kumail Nanjiani, désolé si j'écorche son nom, vraiment, qui jouait Kingo dans The Eternals et qui incarne ici Aja Estré, un passeur qui aide des gens à fuir la planète, non sans d'abord alléger leur portefeuille en se faisant passer pour un Jedi. Il aide Obi-Wan à s'enfuir après avoir essayé de l'escroquer et manque littéralement de se faire tuer par Reva pour leur faire gagner du temps. Pour l'instant, il est difficile de savoir quoi penser de la sincérité de ses mots et de ses actes, donc j'attends de voir si le personnage réapparaît plus tard. Il ne me donne pas l'impression d'avoir mauvais fond. Après tout, il aide quand même les gens. Mais on sait jamais. C'est donc lui qui indique à Obi-Wan le lieu où est détenue Leia, et ce dernier s'y introduit avec une facilité un peu déconcertante, mais qui est en fait logique puisqu'il s'agit tout simplement d'un piège. Piège dont notre ami Jedi ne se sort pas trop mal. C'est très plaisant de le voir se battre sans son sabre, et la scène à elle seule illustre bien l'état dans lequel il est. Bien que son style soit très harmonieux, à la limite de la danse, on sent que cela fait des années qu'il ne s'est pas battu, et qu'il est bien rouillé. Certains risquent de ne pas apprécier ce que je vais dire, mais j'ai vraiment eu du mal avec le personnage de Leia dans cet épisode. La voir faire ses caprices et s'enfuir, rendant les choses encore plus compliquées, ça m'a saoulé, je vais pas vous mentir. Je sais que c'est une enfant de 10 ans et sa méfiance envers Obi-Wan est légitime,
Il lui cache des choses, elle ne l'a jamais vu de sa vie et n'a jamais entendu parler de lui avant. Et il débarque comme par magie pour la sauver. Du point de vue de la gamine, le boug est hyper louche. D'ailleurs, elle est très intelligente, peut-être même un peu trop pour son âge, car à certains moments, elle va réagir presque comme une adulte, et à d'autres, elle va traiter les infos avec sa vision d'enfant. Mais c'est surtout le fait que la fuite soit si longue qui m'a gavé. Pourquoi tout le monde semble avoir autant de mal à attraper une gamine de 10 ans? Ok, dit comme ça peut sonner un peu chelou par contre. Mais à un moment, elle est littéralement à portée de bras d'Obi-Wan, et elle arrive à s'enfuir parce qu'il ne tend pas la main pour l'attraper. Ok, je pense que c'est dû au fait que l'actrice est un peu jeune, et que c'est comme ça qu'ils ont dû tourner les scènes, mais c'est ridicule à voir. Elle finit néanmoins par lui faire confiance après qu'il ait utilisé la force pour la sauver, et ce passage était très intéressant, en plus d'être chargé émotionnellement. Tout au long des 2 épisodes, on peut se demander pourquoi Obi-Wan n'utilise pas la force. Est-ce pour faire profil bas et ne pas se dévoiler, ou risquer d'attirer l'attention des inquisiteurs? Ou est-ce parce que son lien avec la force n'est plus ce qu'il était? Eh bien, je pense que c'est un peu des deux en fait. Dans le recap, Yoda dit qu'il va lui apprendre à parler aux fantômes de force, mais après son cauchemar, il appelle son maître à plusieurs reprises, sans réponse. Il est fort probable que depuis qu'il est caché sur Tatooine, Obi-Wan n'a jamais réussi à le contacter, sa foi s'étant détériorée. On nous dit dans un film, je ne sais plus lequel, qu'un individu peut couper son lien à la force pour quelque raison que ce soit, et qu'il n'était pas facile de le renouer. Voir Obi-Wan lutter pour utiliser l'un des pouvoirs les plus basiques entre guillemets de la force est complètement logique. C'est comme vouloir reprendre le sport après des années sans rien faire. Encore une fois, ça promet une belle évolution au fil des épisodes. Obi-Wan qui, en même temps de retrouver sa foi, renoue également avec le Jedi qu'il était. Bon, on a principalement parlé des bons points, maintenant on va attaquer les éléments un peu plus fâcheux. Les inquisiteurs ne seraient pas extrêmement naïfs? Ça fait déjà plusieurs avertissements que Reva reçoit, et il la laisse encore vadrouiller comme si de rien n'était. Il y a un passage où le grand inquisiteur lui dit clairement qu'ils s'occuperont de son cas à leur retour, car il ne supporte plus son insubordination. À quel moment dans ces 2 épisodes Reva a montré qu'elle suivait les règles et obéissait aux ordres de ses supérieurs avec bonne volonté? À quel moment tu te dis que c'est une bonne idée de la laisser sans surveillance après toutes ces discussions agitées? Elle lui manque clairement de respect 2 ou 3 fois, c'est incroyable qu'aucune sanction n'ait été prise. Et j'espère que le grand inquisiteur n'est pas mort, parce que ça va poser un sérieux souci niveau cohérence. C'est un antagoniste important dans la série Star Wars Rebelle, qui se déroule après la période de la série Obi-Wan. Si encore Rebelle n'était pas canon, ce ne serait pas important, mais elle est canon. Pour finir, je dirais que la scène où les chasseurs de primes reçoivent celle d'Obi-Wan m'a beaucoup fait penser à la scène de John Wick 3. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, je voulais juste le mentionner car j'adore John Wick. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 2 épisodes. Mettez un pouce en l'air, n'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek, et on se marre bien, c'est bon enfant. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!